Bonsoir à tous, eh bien nous sommes mardi et comme vous le savez, le mardi, eh bien c'est l'heure des rendez-vous de l'invisible. Vous connaissez cet horaire, cette habitude depuis quelques semaines. Je reçois des invités pour parler de leur passion autour de la voyance, de la médiumnité, de l'astrologie et bien sûr du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est de la mort, mais surtout ce qui continue derrière. Mon invité vit et pratique la médiumnité avec une approche plutôt singulière. Elle est directe, sans détour, mais toujours dans une grande bienveillance. Et je la reçois surtout à l'occasion de la sortie de son livre « La mort n'est pas une fin ». Et c'était aux éditions Exergue avec une préface de Philippe Ferrer, un livre qui cherche pas forcément à rassurer à tout prix ni à enjoliver, mais à transmettre avec justesse et sincérité. Bonsoir Joël. Bonsoir. C'est ça comment on dit votre nom? Pfeiffer. D'accord. Ma grand-mère était allemande et mon grand-père luxembourgeois, donc. Vous appelez Joël, comme beaucoup d'entre vous qui vous rencontrent pour cela. Alors, il y a une petite question que j'ai remarquée en lisant ce livre, c'est que vous êtes cash, vous êtes direct, mais avec une bienveillance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception? Est-ce que vous l'avez toujours eu, cette bienveillance, ce côté direct, ce côté cash? Ce côté cash et direct, oui, bien sûr. Ça m'a valu pas mal de déboires, bien évidemment, mais en conscience simplement de qui je suis et que je peux exprimer ce que je pense, voilà. Et surtout avec honnêteté. Voilà, j'ai toujours été cash, mais jamais en blessant personne. J'exprime mon opinion, mais ce que je pense. Mais comme disait Platon, de toute façon, l'opinion est quelque chose, c'est est un intermédiaire entre la connaissance et puis la non-connaissance, tout simplement, et l'ignorance. Donc j'exprime ce qui est mon souffle, ce qui est ma réalité à moi, mais je n'exclus pas que l'autre est une autre façon de penser, de respirer. Voilà. Mais j'ai toujours été comme ça, effectivement, brute de pomme, m'a-t-on dit, bien souvent. Mais au moins avec moi, vous savez sur quel pas danser. C'est votre personnalité, vous la changez pas, et c'est ce qui est très bien. Et comme je dis souvent aux consultants, je ne suis pas assez cher payée pour vous dire des bêtises. Avant de parler de votre livre, on va parler de la couverture de ce livre que j'ai trouvé très intéressante, qui a probablement toute son histoire et que vous allez nous révéler l'histoire de cette couverture. On y voit je pense que c'est une peinture avec une échelle. Pouvez-vous nous expliquer le choix de cette couverture? Alors à l'origine, ma maison d'édition m'avait proposé autre chose, c'est-à-dire une échelle avec une femme de dos qui regarde le long de l'échelle. Et ça ne me plaisait pas. Je tournais autour, mais ça ne me plaisait pas. Et quand je suis allée rencontrer les personnes à Paris, de chez Trédaniel, de chez Exergue, je leur ai soumis une idée, c'est-à-dire un tableau de mon frère, tout simplement, qui m'avait interpellée parce que mon frère n'est pas du tout spirituel, ce que vous appelez spirituel. C'est un chef d'entreprise, infirmier à domicile, c'est un peintre, voilà, tout simplement. Mais il avait été visiter Saint-Sulpice et au retour, il avait fait ce tableau-là, que je trouvais très très beau, dans lequel effectivement je voyais pas mal de choses. D'ailleurs, dans mes ateliers, je fais travailler les personnes avec effectivement la peinture, les choses comme ça, parce qu'effectivement, c'est révélateur de beaucoup de choses. Et l'échelle, il y avait l'échelle aussi, et l'échelle, je l'ai gardée, mais malheureusement, j'aurais voulu 15 barreaux, parce que c'est une symbolique forte. L'échelle, c'est les 15 psaumes que les pèlerins chantaient sur le chemin de Compostelle, quand ils partaient, vous voyez. C'est vraiment une symbolique très très forte, voilà. Je voulais 15, mais il n'y en a pas 15, mais bon, la prochaine fois, j'insisterai. En tout cas, cette couverture, elle a toute une histoire.
Oui, oui, elle a une histoire et une histoire familiale. J'y tenais aussi, hein. J'étais très fière, je suis très fière de ce tableau-là qui est là d'ailleurs. Vous voyez, il est là. Ah, très bien. Il m'en Vous a fait avez cadeau. Et c'est vrai que quand on se rapproche, on voit plein de choses. En tout cas, moi, j'ai une lecture assez précise de ce que j'y vois. Et ça m'a très, très étonnée que mon frère puisse faire un tableau comme ça. Alors, parler de votre frère, on parle de cette couverture. Il a voulu représenter quoi dans cette couverture? Est-ce qu'il vous l'a expliqué? Parce que l'artiste a peut-être son mot à dire sur le choix de cette couverture, cette échelle. Est-ce qu'elle Alors, avait quelque chose de spirituel, pas ou pas? non, 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 au départ, rien pour lui, simplement, je vous dis, il a visité Saint-Sulpice et quand il est rentré à Nîmes, parce qu'il habite Nîmes, il a peint ce tableau-là. Il a été inspiré, je pense, alors qu'il n'est pas du tout ce que vous appelez spirituel. Je crois même que bien souvent, il me prend pour une déjantée complète, c'est sûr, quand je lui explique des choses ou quand il doit écouter des émissions. Il a beaucoup d'amour et de respect pour moi, mais je pense qu'il a toujours pensé de toute façon que j'étais un peu différente, oui. Mais c'est vrai que je lui ai fait remarquer que dans ce tableau-là, il y avait des visages, il y a des mains, il y a des yeux, il y a plein de choses, hein, vraiment plein de choses, je vous assure, hein. Il faudrait effectivement avoir le tableau complet pour effectivement s'apercevoir de ça. Mais c'est vrai que lui ne l'avait pas remarqué du tout. Ah, j'y verrais bien un visage de ce côté-là. Je sais Oui, pas si tout vous à êtes d'accord fait, avec moi. tout à fait, tout à fait. Il y a une main sur la gauche, quand vous êtes en face du livre, il y a une main sur la gauche. Il y a un visage, un animal un peu en bas à gauche. La partie noire, sombre, bon, ça m'a. Alors peut-être que pour lui c'était l'enfer, je sais pas, je sais pas. J'avoue ne pas avoir eu cette discussion avec lui parce qu'il fait 2 mètres, 100 kilos, mon frère, et que discuter d'un domaine de ce type-là pour lui, non. Je lui ai simplement demandé l'autorisation de me servir de son tableau comme jaquette et il en a été très étonné et quelque part aussi, je pense qu'il a apprécié. Mais mon frère est quelqu'un de très bourru. D'accord. Très fier en même temps de. Oui, très fier, très, très fermé, vous voyez, qui a beaucoup de pudeur, voilà, beaucoup de pudeur. Donc voilà. Et puis à l'époque, j'envisageais de faire un oracle aussi, et je lui avais demandé si ça l'intéressait déjà en tant que peintre de travailler sur cette thématique-là. Bon, c'est vrai que j'ai plus trop de temps maintenant pour faire ça, mais par contre, peut-être pour le prochain livre, interviendra-t-il encore une fois. Mais à ce moment-là, je le lui ferai lire avant, parce qu'il avait absolument pas lu le livre, hein. D'accord. Elle vous a fait confiance totale. Confiance, et ça correspond aussi après le décès de mon petit frère aussi, peut-être, vous voyez, j'y vois, mais avec des peut-être, on fait un monde, hein. Hmm. Alors, on va parler ce soir, eh bien, de ce livre. Alors, j'en ai lu les 3/4. J'ai été particulièrement touché par le contenu. On voit des témoignages, des exemples de consultations, de moments un petit peu de vie, en quelque sorte, avec des choses qui sont poignantes à la fois. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Est-ce que c'est un besoin personnel, une demande récurrente de consultante ou une urgence intérieure? Et puis surtout, avez-vous hésité à l'écrire? Alors, ben, c'est vous qui m'avez poussé à écrire ce livre-là et les consultants, parce Mhm. que les questions étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire comment expliquez-nous votre médiumnité, comment ça marche, quels outils, parce que je les appelle les outils, de quel outil vous vous servez quand vous êtes en communication avec un envolé, de quel outil vous vous servez quand vous êtes en guidance ou en voyance, ou de quel outil vous vous servez quand vous êtes sur les lieux. Donc je me suis dit, je voudrais leur expliquer. Je voudrais leur expliquer ma façon de fonctionner, qui est la mienne, parce que je pense que chaque médium a sa particularité et sa façon de se servir des outils qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire la clairentendance, la clairvoyance, la clairsentience, le goût, le toucher,
vous voyez tout ça. Chacun en a. Donc je me suis dit, je vais essayer de leur expliquer comment je fonctionne, mais surtout en leur faisant prendre conscience qu'au départ, quand une personne va m'appeler pour une consultation, je ne sais pas du tout par quel outil je vais passer. Alors, au début, ça me stressait, maintenant, ça ne me stresse plus, parce que je fais confiance à ma famille d'âme et à mes guides, tout simplement. Donc, jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais jusqu'à maintenant, ils m'ont fait passer par des chemins, des fois un peu tortueux, mais ça marche. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais leur expliquer, et je vais l'expliquer au travers je vais narrer des consultations particulières pour leur faire comprendre aussi certaines choses à propos des envolées et de leur envolée. Et même dans le livre, j'ai laissé écrire des consultants. C'est-à-dire que c'est eux qui racontent. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ils avaient aussi un autre point de vue. On va en parler dans quelques instants. Vous avez repris le terme que j'ai lu dans le livre, un très joli terme que vous appelez les défunts, les envolés. Pourquoi ce mot? Qu'est-ce qu'il change par rapport notre rapport avec la mort? Les envolés, je l'ai entendu nulle part. On parle souvent de défunts, tout simplement. Le défunt, ça fait triste. Les envolés, ça fait poésie, ça fait rêver, ça fait un peu le. Très souvent, vous savez, sur les livres des médiums ou des voyants, il y a une représentation qui est celle d'oiseaux qui s'envolent ou des personnages qui s'envolent, qui vont vers le ciel ou qui montent sur une échelle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a quelque chose de très léger, de très... Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas les appeler? Je me suis même pas dit. Franchement, non, je ne me suis pas dit. Je les ai appelés les envolés. Et parce que pour moi, en plus, j'ai l'impression que quand je suis en consultation avec quelqu'un, et par exemple, je lui demande, mais en quelle année votre mari, par exemple, s'est envolé? Ça change quelque chose dans la tête, vous savez, comme si, on n'est pas des psys, nous, des psychologues, les médiums, mais ça change dans la tête quelque chose. Vous savez, quand vous dites à une personne, quand est-ce qu'il est mort? Quand est-ce qu'il est décédé? C'est rude, hein. Vous dites que moi je suis rude, mais moi je trouve que c'est rude. Voilà. Tandis que quand on dit à quel âge s'est-il envolé ou en quelle année? En quelle année? Parce que l'âge, après, c'est moi qui le dis. Hein. En quelle année s'est-il envolé? Ça change quelque chose, vous savez, au niveau du cerveau, au niveau du psyché. Et à partir de là, c'est plus doux, c'est plus rassurant, vous voyez, parce que quelque part, quelqu'un qui vous consulte, ils ont peur. Il y a ceux qui ont très peur, il y a ceux qui ont des attentes, il y a ceux qui sont en plein dans le deuil, parce que bien souvent, j'ai des consultations avec des envolés. Je dis avec des envolés parce que c'est pas avec vous que j'ai des consultations. Je suis à leur service, au service des envolés. Donc j'ai des consultations avec des envolés, bien souvent, qui sont partis il y a 2 jours, 3 jours, vous voyez. Donc c'est plus léger. Parler de la mort, en fait, on parle de la mort, mais on devrait dire on parle de la vie. Voilà. Parce que, comme j'explique, on passe de l'autre côté, ce que vous appelez de l'autre côté, mais dans une temporalité ou dans une multitude de temporalités où effectivement ils sont aussi vivants que vous et moi, puisque quand moi je les vois, ils sont debout, très souvent chez eux, ou ils m'amènent sur des lieux, vous voyez ce que je veux vous dire? Ou dans leur potager. En tout cas, j'ai trouvé très, très joli ce terme, les envolés. Continuez à les appeler les envolés, parce que je pense que c'est important le choix des mots. C'est important de faire attention aux mots qu'on emploie. C'est comme quand on pratique l'hypnose. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut faire attention. Au début, quand on est formé, on a des protocoles. Petit à petit, on réécrit nos protocoles avec nos mots, vous voyez. Et c'est là que le choix des mots est très important, parce que l'inconscient, lui, il acte, il l'entend. Hein. C'est Erickson qui dit que l'âme, enfin, a un âge mental de 8 ans, hein, ce petit enfant au fond de vous. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Mais c'est aussi vrai quand vous avez au téléphone quelqu'un. C'est aussi vrai, encore plus vrai.
Alors, vous vous définissez comme médium. Comment un jour vous vous dites, je suis médium? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le pas de changer et de dire, je vais en faire une activité? Alors, j'ai toujours été particulière. J'ai toujours vu des choses. Hein. Petite, j'avais du mal avec la nuit, avec l'endormissement. Je l'explique dans mon premier livre. Et j'avais du mal surtout avec un milieu familial qui lui, n'admettait pas effectivement qu'il puisse y avoir des choses que j'entende et que je vois. Hein. Donc, ce qui m'a valu pas mal de sobriquets et puis surtout sur des carnets scolaires enfants caractériels. Voilà, c'est vrai. Mmh. C'était marqué comme ça. Voilà. Et mais petit à petit, en grandissant, devenant ado, j'avais toujours des cercles de copines, vous savez, quand on a 14-15 ans, qui font tourner les tables, qui font du spiritisme, qui vont dans les cimetières pour se faire peur, voyez. Donc j'ai toujours évolué comme ça. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais un petit peu d'argent, j'allais voir des voyantes. Hein. J'ai toujours été très, très intéressée par tout ça. Et en 2011, j'ai perdu ma fille, Rachel, et là, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert sur une colère, simple colère, de penser qu'elle m'avait même pas prévenue. Alors c'est vrai que je pense que mon cerveau a préféré vriller comme ça plutôt que de me faire devenir folle. Donc se dire, je suis très en colère contre toi, tu aurais pu me dire au revoir, tu aurais pu me dire que tu allais mourir, et maintenant il faut que je vois comment je peux faire pour avoir une communication avec toi. Donc j'ai fait un petit parcours, j'ai été voir 2-3 personnes, une improbable qui était une passeuse d'âme que j'ai rejointe en Bretagne pendant une semaine de maison en maison pour nettoyer les maisons, ça bien. Et j'ai suivi l'enseignement d'Hélène Secondé à Paris, qui est une médium, une très vieille médium maintenant, mais qui en son temps était une fabuleuse médium et très reconnue. Donc j'ai suivi son enseignement, j'ai suivi ses cours sur les anges, mais j'avoue que je sais pas, c'est pas, j'ai des anges partout chez moi, hein, mais c'est pas cette communication-là qui est venue à moi. C'est le jour où elle nous a montré une photo d'un envolé que là, effectivement, j'ai eu comme une révélation, franchement. Jusqu'à sentir l'envolé que j'avais en photo, je toussais parce qu'il fumait, il était en train de fumer. J'avais vraiment l'odeur de la cigarette dans le nez et c'était désagréable pour moi. Voilà. Alors Et là, c'était une vraie révélation. vous parlez de votre fille. Alors, est-ce que vous avez eu un message de votre fille ou plusieurs messages par l'intermédiaire de médiums ou vous directement? Alors, j'étais dans les salles après son envol et j'ai posé ma photo sur la table, comme le font beaucoup d'endeuillés, et j'avoue que je n'ai jamais eu de message. Sa photo n'a jamais été prise. Mais je dis que c'est plus compliqué, vous savez, la communication avec les jeunes ou les enfants, c'est terrible, c'est férocement terrible. Moi, ça me fait très très peur. Ça se passe très très bien, mais c'est très. Alors, je reconnais qu'effectivement, avec les personnes qui s'envolent et qui sont plus âgées, ça passe mieux. Donc, je n'ai jamais eu de message et j'ai été voir 3-4 médiums. Sur Nantes, parce que j'habitais à l'époque à Nantes, dont un c'était le tonton d'ailleurs, qui m'a dit que ma fille, que je m'entendais très très bien avec mon beau-fils et que ma fille allait ouvrir un commerce avec lui. Et je lui ai dit effectivement que ma fille était morte et que je doutais beaucoup effectivement et que je n'avais pas eu la joie de rencontrer, puisqu'elle n'avait pas eu le temps de fréquenter quelqu'un. Il y en avait une autre aussi qui m'a dit quittez cet homme là, il n'est pas bien pour vous. Mmh. J'ai trouvé ça effroyable. Et j'ai été voir en consultation Florence Hubert, qui Mmh. elle m'a dit votre bague est très belle. C'est celle de ma fille Rachel. Donc elle a mis l'accent d'entrée sur ça. Et elle m'a dit un jour vous ferez la même chose que moi. Vous verrez. Donc voilà. Donc Florence Hubert, oui. Mais il y a de ça, je vous dis, c'était en 2011. Hein. Donc Mmh.
Voilà, c'était vraiment. Et j'ai été voir aussi Bertrand Retailleau, que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a fait la préface de mon premier livre et qui, lui, était en Vendée. Donc, j'ai eu un rendez-vous dans la semaine. J'étais très étonnée, donc je me suis dit, tout est aligné, donc il faut que tu y ailles. Et lui, ça a été phénoménal. Mais je vous avouerai que au jour d'aujourd'hui, quand un médium me dit votre fille est là, bon, je dis oui, de toute façon, elle est là. Voulez-vous qu'elle soit au ciel? Il n'y a que les oiseaux, hein. Donc forcément qu'elle est là. Hein. Donc, mais je ne vois pas, je ne vais pas voir des médiums pour avoir des messages de mon enfant. J'estime qu'elle est assez grande pour m'en donner. Et très souvent, effectivement, par des synchronicités, par des petits clins d'œil par-ci, par-là, je sais qu'elle est là. Il y a des signes qui ne trompent pas. On parle un petit peu vous parlez de médium. Souvent, quand on parle de médium, on nous dit ils vont bien, ils sont dans la lumière, mais vous cherchez à être beaucoup plus précise et on dit Joël, je l'ai lu dans le livre, elle a le détail qui tue, qu'en pensez-vous? C'est terrible parce que je vous avouerai que la première qui m'a appelé le détail qui tue, après ça a suivi comme une onde de choc. Il faut l'assumer parce qu'à chaque consultation, il faut avoir le détail qui tue, bien évidemment, parce que si vous n'avez pas le détail qui tue, ça va pas. Hein. Mais je cherche toujours effectivement, je commence jamais pour dire, alors si, maintenant je commence à dire, écoutez, il va bien, je vous le dis, il va bien, parce qu'à la fin de la consultation, vous allez me demander, vous allez me dire, Oui. vous ne m'avez pas dit qu'il allait bien. Et je vais vous répondre, bien évidemment, vous n'avez rien écouté, ça fait 1 heure qu'on y est et vous n'avez rien écouté. Parce que tout ce que je vous ai dit et qui est valide, avec des détails qui tuent, vous permettent de penser que tout va bien et qu'il est très très bien. Voilà. Hein. Donc je le dis avant, plutôt d'être désagréable ou de paraître désagréable, alors que je ne suis pas quelqu'un de désagréable et quand je dis quelque chose, je le dis avec le sourire, avec une pointe d'humour. Mais je suis condamnée maintenant. Il faut que j'aille chercher le détail. Et j'avoue que ils me le donnent tous. Chaque fois, j'ai des trucs, c'est improbable, et chaque fois, je m'entends dire, écoutez, je vais vous dire une bêtise, pour pas dire une connerie. Oui. Je suis une fille de militaire, hein, donc j'appelle un chat un chat. Je vais vous le dire, et c'est ça. C'est tellement improbable, mais c'est ça. Et même moi, vous savez, quand je raccroche, je saute, je descends l'escalier, je dis à mon mari, tu sais pas ce que j'ai vu? Je suis comme une enfant, vous savez, et remerciante parce que j'ai été gâtée par un envolé qui lui m'a dit ce qu'il fallait, ou la phrase qu'il répétait tout le temps, vous voyez. Et ça, c'est improbable. Et je me dis, si ça vous fait pas admettre qu'il y a quelque chose après, je ne sais pas quoi faire, moi. C'est important pour les personnes qui viennent consulter un médium, ils attendent une preuve en quelque sorte, quelque chose de très précis pour voir que vous êtes en contact avec l'envolé. Exactement. Et c'est vrai que vous savez, on ne fait pas une consultation comme ça. Moi, je veux dire, je suis morte de peur avant qu'on m'appelle. Et je prie tous les saints du ciel et tous les envolés qui viennent, franchement. Et je me dis, quand je m'entends dire de temps en temps, je pensais, je suis déçue parce que je pensais que ma grand-mère serait là. Je pensais, je me dis, mais ce que vous pensez n'a aucune importance. N'attendez rien et vous aurez tout. Voilà. Même si des fois vous me donnez une photo de votre grand-père, par exemple, et que c'est votre arrière-grand-père qui arrive, moi je vais pas lui fermer la porte à la figure en lui disant, écoutez, non. On accueille qui veut venir. Exactement. Je veux dire, attendez, c'est Patricia Daré qui dit que c'est une énergie folle pour eux de vous montrer quelque chose de valide, de probant et de qualité. Donc on va pas les repousser comme ça. Je vois, quand je suis une semaine à Arthur Findlay College, je vais sur une entité à la fois, parce que c'est le modèle qu'on nous apprend. Vous voyez, moi j'ai commencé la dernière fois, j'ai commencé en disant voilà, je suis avec un chien. Non, stop, on m'a arrêté tout de suite. On me dit un chien, il ne parle pas un chien. C'est un être humain que vous devez capter. Bon, alors j'ai tourné la difficulté, j'ai dit, je suis avec une énergie masculine qui arrive avec un chien.
Voilà, j'ai continué mon truc en disant, voilà, c'est un chasseur, je pense que c'est un chasseur, et s'il était pêcheur, il serait vraiment tous les appâts les uns s'avère qu'il était aussi pêcheur, vous voyez. Mais je ne vais pas leur fermer la porte. C'est pour ça que, quelque part aussi, ça me donne des éléments sur le pourquoi, le mal-être pour certains, ou l'histoire familiale. Vous voyez, j'ai très souvent affaire à des consultants. Enfin, on a tous une histoire familiale un peu particulière et traumatique, cabossante. Il y en a, c'est vraiment too much. Mais ça me donne des indications sur pourquoi vous n'arrivez pas à avancer quand je suis aussi en guidance. Vous voyez, c'est important. C'est important. Et c'est ces détails-là que j'aime que vos envolées me disent aussi. Voyez, sur ce qui s'est passé, sur les traumatismes, sur les abandons, sur cette façon de ne pas avoir été aimé, cette façon d'avoir été abandonné aussi, pas sur le parvis d'une église, mais abandonné parce que mal aimé, maltraité, vous voyez ce que je veux vous dire? Et ça me fait comprendre pourquoi, effectivement, vous avez des difficultés à construire une maison, métaphore, bien sûr, c'est-à-dire à construire un couple. Vous voyez? Voilà, parce qu'on va sur le transgénérationnel aussi. Et je travaille avec une psychogénéalogiste aussi qui s'appelle... Vous faites passer le message en disant ils vont bien. Est-ce qu'il arrive qu'ils vont pas bien? Oui, bien sûr que c'est arrivé. Mais là aussi, il faut faire très attention parce que si vous dites à quelqu'un il va pas bien, je veux dire, il va rester sur ça. Le cerveau est comme ça. Vous aurez beau lui dépeindre un décor magnifique avec l'effet clochette. Et pourquoi il va pas bien d'ailleurs? Hein? Pourquoi il va pas bien selon vous? C'est quoi le... Parce qu'après son envol, parce que peut-être il n'a pas eu le temps de s'apercevoir qu'il partait. Peut-être il a été foudroyé par une crise cardiaque. Peut-être parce qu'il voit que sa famille se déchire pour un héritage. Parce que il voit que peut-être un des enfants a été spolié. Voyez ce que je veux vous dire? Ou peut-être parce qu'on n'a pas dit la vérité, ou qu'il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui n'a pas été dit et qu'il aurait aimé transmettre et dire, vous voyez, ou quelque chose qu'on lui a volé aussi. Très souvent, j'arrive à... J'ai eu quelques exemples où effectivement, il y avait une bague qui avait été dérobée, ou, vous voyez, des choses, c'est sordide, vous savez, des fois. Il y a des consultations en médiumnité, j'imagine, peut se révéler comme de véritables révélations, de percer des secrets de famille qui peut perturber, de mettre des doutes sur la paternité. et de mettre le doigt sur quelque chose qu'on ne devait pas connaître. Exactement. Sur la paternité, moi, il m'est arrivé quelques consultations, parce que c'est pas toutes les consultations, où effectivement, sans m'en apercevoir, je dis, mais c'est votre papa, vous êtes sûr que c'est votre papa, là? Et je m'entends dire, justement, j'attendais que vous me disiez quelque chose à ce propos-là, parce que j'ai un doute par rapport à des dates, ma date de naissance, des choses comme ça. Voilà. Et c'est ça. C'est ça. Je ne peux pas supposer que ce que j'entends et ce que je vois, ce ne soit pas ça. Je ne raconte pas de jolies histoires. Je suis au service de vos envolées, donc je ne peux pas raconter des jolies histoires. Je ne peux vous restituer que ce que j'entends et ce que je vois. Donc quand un envolé me met un doute dans la tête ou me parle de quelque chose qui serait de l'ordre de la paternité ou d'une grossesse qui aurait été d'un enfant qu'on a fait passer, ce qu'on disait dans le temps, je sais que c'est ça. Je ne doute absolument pas de ce que les envolés me disent. Je doute de ce que vous me dites, mais pas les envolés. Donc c'est des... Ils ne sont pas menteurs. Des moments face à soi-même, face à des grandes révélations. Il y a des parties. Mais là aussi, il faut faire attention parce que dans les 2-3 minutes de la consultation, il faut qu'on ait une conscience de qui est au téléphone et ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et il y a des fois aussi, l'envolé lui-même me dit quelque chose et je sais qu'il ne faut pas que je le dise. Parce que la personne n'est pas prête, parce qu'elle n'est pas en capacité de recevoir cette information-là, ou parce que ça n'a aucune importance, vous savez, aucune importance, parce que pour un envolé, ce à quoi vous agrippez, lui,
il ne s'agrippe plus à ça. Mmh. Lorsqu'il y a un début de consultation en médiumnité, c'est une Oui, part, alors on vous voit plus par contre. là, Ah, c'est revenu l'image. Quand, voilà. quand il y a un début de consultation, c'est une part un petit peu d'inconnu pour vous, c'est-à-dire, vous avez une personne en face de vous, vous savez pas, si ça va fonctionner, si, le contact défunt va s'établir ou pas? Alors, le contact défunt s'établit tout le temps. Enfin, moi, je touche du bois, toujours. Je n'ai jamais eu une seule fois où les envolées ne venaient pas. Jamais. Mmh. Par contre, je peux avoir des envolées qui font de la rétention d'informations. Quand ils étaient dans cette temporalité avec nous, ils étaient pudiques ou ils gardaient des secrets ou Le ils ne reste après. communiquaient pas. Donc, ils vont pas communiquer plus. D'ailleurs, par exemple, si quelqu'un, je dis à quelqu'un, votre papa arrive en dansant alors que son père il était ténébreux, machin, il va me dire, mais c'est pas lui. Vous comprenez? Donc là aussi, les envolées partent avec l'entièreté de leur caractère. Mmh. Voilà. Mais ça n'est jamais arrivé qu'un envolé ne soit pas là. C'est vrai que très souvent, c'est votre angoisse en disant pourvu, j'espère qu'il sera là. Je leur dis, ne vous faites pas de soucis, il sera ou elle sera là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, moi, par exemple, quand c'est un bébé ou quand c'est un enfant ou un adolescent, je suis en grand stress. D'une part parce que ça me ramène à une émotion que je connais bien, hein, parce que j'ai une part d'humanité et j'ai perdu un enfant, donc je sais ce que la personne au téléphone éprouve et ce qu'elle attend de moi et l'espérance qu'elle a en moi. Hein. Mais passer ce moment-là, clac, c'est magique, ça arrive, tout arrive. Les détails, Ouais, ils arrivent. Et autre consultation. que, il va bien, il est dans la lumière, il est bien passé, ça me laille. Comme on dit dans le sud, ça me laille. C'est une consultation pour vous, c'est un moment intense, fort. Est-ce que ça vous demande de l'énergie ou pas? Ou est-ce que vous vous sentez vidé? Ou quelle sensation vous avez à la fin d'une séance? Alors, à la fin d'une séance, je suis en grande joie. Je suis en Mmh. grande joie parce que je suis heureuse que votre envolée m'ait fait assez confiance pour me parler et me faire montrer des choses que je ne peux pas savoir. Donc, je suis très heureuse, fantastiquement heureuse. Je finis mes journées des fois parce que je travaille des créneaux qui sont très, des fois sur 2 jours, 3 jours, vous voyez? Et puis, des fois, je mets en même temps en disant demain, j'ai des créneaux. Donc, mais parce que je préfère travailler comme ça, c'est plus intense et, et je suis fatiguée, c'est sûr. Je pense que j'ai pris beaucoup de rides, je suis fatiguée, j'ai du mal, j'ai toujours eu du mal à l'endormissement, mais j'ai du mal au sommeil, ça c'est sûr, mais je suis formidablement heureuse. Je dis que j'ai une médiumnité très heureuse. Et je ne suis pas plus fatiguée, vous savez, j'ai 68 ans, donc je suis fatiguée plus facilement que pour vous. Mais je ne Quand suis même. pas fatiguée par le travail que je fais. En énergie, c'est sûr que ça doit me pomper, mais je suis tellement dans un état, vous savez, je suis parfaitement bien dans cet état-là et avec eux. C'est vous qui me fatiguez. Franchement, vous me fatiguez. Franchement, il y a des soirs. Quand C'est vous ce que je n'entendez pas ce qu'un envolé vous dit et ce qu'il veut vous faire comprendre, et si vous ne voulez pas admettre, c'est ça, parce qu'effectivement, des fois, en guidance, c'est difficile, hein, c'est difficile. Et puis, j'allais dire, c'est fatigant les relations, même pour ma vie à moi, toute simple. L'extérieur est fatigant, la foule est fatigante, le bruit est fatigant, vous voyez. Quand je suis avec des envolés, je suis dans un espace où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas de... Il n'y a rien, vous voyez. Et il n'y a pas de parasites surtout, il n'y a pas de parasites. Je travaille dans le noir et dans le froid. Je ne mets pas de chauffage dans la pièce où je suis bien là, comme ça. Alors, il y a un point qui m'a surpris dans votre livre. Vous demandez souvent la dernière photo prise d'un défunt et voire même la photo
dans le cercueil. Alors ce geste peut paraître un peu dérangeant Oui, pour certaines personnes selon oui. leur sensibilité. C'est pas tout le monde qui prend ce genre un petit peu de photos. En quoi Eh cette ben, photo est-elle détrompez-vous. importante? Détrompez-vous. Ouais. J'ai beaucoup on m'envoie beaucoup de photos de personnes qui sont décédées sur leur lit d'hôpital ou sur leur lit chez eux, ou dans un cercueil. Détrompez-vous, ça se fait beaucoup encore. Ça se fait Mmh. beaucoup. Et Et c'est mieux parce que, alors d'une part, parce que ça m'évite de recevoir des photos, par exemple, de votre papa le jour de son mariage. mmh, De quoi il va me parler? Je vais capter des choses de cette époque-là, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment. Là, il n'y a plus d'opposition, vous comprenez? Je veux dire, il y a plus. C'est pas qu'il n'y a plus de conscience, il y a une autre conscience qui est beaucoup plus en conscience de mon travail et de la validité. Il y a plus rien, vous voyez. Quelqu'un qui est vivant sur une photo va m'opposer tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il détestait, tout ce qu'il... Vous comprenez? Parce que une fois que je vois la photo, je la viens et puis je la pose. Voilà, et la personne est là devant moi. Vous voyez? Donc, je préfère effectivement... et puis très souvent, ça c'est, je vais vous dire, c'est le même principe que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui mettent des filtres ou qui se rajeunissent. mmh. Voilà. Je préfère avoir la personne en face de moi telle qu'elle était au moment de son départ. Voilà, tout simplement. Voilà, D'accord. c'est mieux pour moi. Je ne saurais pas vous expliquer. C'est plus facile. C'est comme il n'y a plus de filtre. Je passe. Vous voyez, je passe et j'ai tous les détails autour de moi. J'ai des lieux. Vous voyez. Mmh. Vous savez Mais pourquoi détrompez-vous. Il y a ouais, beaucoup de gens qui prennent des photos. C'est de très. défunts Ah oui, tout à fait. et vous savez Ou de pourquoi on bébés. prend Moi, on m'envoie des bébés qui sont décédés, bien évidemment. Hein. vous savez pourquoi on prend, des photos de défunts? C'est Ben, une c'est historique. particularité parce Oui. qu'on va pas forcément l'afficher dans son salon ou on va le garder, dans un Non, tiroir ou non, mais ça a toujours été ça. Hein. On a pris des photos post-mortem, hein, très souvent, où les gens sont assis au milieu de la famille. ouais, C'est c'est très. vrai. Oui, 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 tout J'ai à vu fait. ça Et à une époque, on mettait les on les défunts mettait en en scène. On les situation mettait en scène, de vie. bien sûr. Bien sûr. Mhm. Ouais. Donc, il y a rien de choquant. Si vous voulez, la seule chose que je dirais, c'est que personnellement, j'ai pris une photo de Rachel quand elle était sur son lit de mort. Et quelques jours après, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir supporter. Voilà. Mmh. Moi, je n'ai pas pu supporter. Mais vous, je les vois tout de suite. Vous voyez, ils sont pas morts pour moi. Ils sont pas morts. S'ils faisaient du footing, bah, ils sont là en train de faire leur footing. Ils passent en vélo devant moi. Hier matin, j'étais avec Sandy Tatou. Je voyais un de ses grands-pères là qui passait en vélo. Je dis, il se déplace en vélo. Ben oui, voilà. Sandy Tatou que j'aime beaucoup, je la salue. Hein. Qui est sur les réseaux sociaux quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et un défunt peut être, très beau, surtout quand c'est une personne âgée qui est morte d'une mort, tout à fait naturelle, ça peut être très beau. Oui, Il oui, peut y mais avoir en principe, un signe d'apaisement. oui, oui, mais moi je les vois tels que vous les voyez vous, tels que vous les avez. Alors de Mmh. temps en temps, il y a des envolées, c'est les femmes ça. Très souvent, par exemple, une femme qui n'avait plus de cheveux parce qu'elle était en chimio, avait subi une chimiothérapie, ben, je la vois avec ses cheveux. Mmh. Mais bien évidemment, vous ne me donnez pas la photo où elle est sans cheveux. Parce que je dis surtout aux personnes, aucun détail sur une photo. Et je veux le visage, point barre. Mmh. Je veux pas de photo, quelqu'un sur un fauteuil roulant. Je veux pas ces détails-là. Il faut que moi je vous les dise. Il faut que moi je vous les dise. Ou quand je dis à quelqu'un, est-ce que il y avait une difficulté à la marche ou je pense qu'il était sur position assise tout le temps. Oui, il était en fauteuil roulant, bien sûr. Ou tiens, est-ce qu'il s'était fait quelque chose à un bas de pied? Oui, il s'était cassé. Voilà, c'est des mémoires ça. On est sur des mémoires aussi. Hein, voilà, c'est important. Juste le visage. Alors là, on parlait de médiumnité, vous proposez aussi, j'ai vu sur votre site, des guidances. Alors Oui. c'est pas le même rapport, pas le même format. C'est quoi la différence et qu'est-ce que vous apportez dans une guidance?
Alors, une guidance, je vous demande de me poser 5 questions. Pourquoi 5? J'en sais rien. Voilà, 5 questions. Et à partir de là, je réponds à vos questionnements. Ceci étant dit, c'est que je ne suis pas seule dans la sauce, hein. Vos envolées arrivent aussi. Et c'est eux, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, moi, qui me donne les réponses, hein. C'est vos envolées et mes guides, bien évidemment. D'ailleurs, vos premiers guides, ce sont vos guides familiaux, bien évidemment, c'est votre famille d'âme, hein. Voilà. Donc, et à partir de là, je détricote, pas je tricote, je détricote l'histoire. Voilà. Et très souvent, effectivement, je ne mélange pas. Vous ne pouvez pas prendre avec moi une communication avec un envolé et espérer que je fasse de la guidance. Moi, je préfère séparer et je laisse faire les envolés et mes guides. Si un envolé arrive au bout de la 3e phrase qu'il me fait dire vous donne une direction de vie ou dire il faut que vous démissionnez ou il faut que... Voilà, je prends. Une guidance, ce n'est pas une prédiction, c'est bien ça? Non, non. Alors là, je m'y essaye pas parce que prédicateur, déjà, le mot me plaît pas trop. Et puis, je dis que l'histoire, c'est vous qui l'écrivez. C'est-à-dire que, et très souvent, je finis mes consultations en disant surtout, ne croyez jamais ce qu'une médium ou une voyante vous dit. Jamais. Ça fait beaucoup rire, bien évidemment. Mais ce que j'aime, c'est dire, moi, je vous donne des pistes. Hein. Par exemple, quand quelqu'un me dit, voilà, je m'ennuie dans mon travail, quelles sont les pistes que je pourrais explorer, je sens, bon, déjà d'entrée, je vous dis, continuez à vous ennuyer encore un petit peu, parce que la conjoncture n'est pas bonne. Hein. Donc, continuez savamment à vous ennuyer, du mieux que vous pourrez d'ailleurs, surtout si vous avez un contrat de travail. Et à partir de là, j'entends des sensibilités, peut-être artistiques, peut-être... bon, alors très souvent, ce que vous me demandez, c'est que si effectivement dans le bien-être, dans les trucs comme ça, bon, ok, mais bien souvent c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout, c'est pas ça votre talent. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais je vous donne quelques pistes. Mais après, c'est vous. Franchement, qui mieux se connaît que vous? Guidance, donc c'est pour mieux vous orienter dans un moment où vous cherchez des Peut-être, mais réponses. voilà, mais je vous dis toujours attention. Moi, je vous dis ça, mais faites ce que vous pensez être bon pour vous. Ayez ce niveau d'intelligence, ce niveau d'intelligence de ne pas prendre acté, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent mot pour mot ce qu'on dit. Attention, attention. Voilà. Et je dis surtout, tenez-moi au courant, en privé bien sûr, sur Messenger, de votre évolution. Je sens, si vous avez une question à me poser supplémentaire, vous pouvez la poser, j'y répondrai. Bon, si la question est stupide, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, je n'ai pas le temps. Voyez. Mais très souvent, c'est ce que j'appelle les relations extra-conjugales avec les personnes de mon groupe privé. Un groupe privé, Facebook fermé. Hein. J'ai ces relations-là avec les gens. Mais je ne suis pas coach. Mais je ne suis pas coach. Hein. On va parler du chapitre 9, vous écrivez « On me dit spirituel ». Alors, êtes-vous spirituel et finalement, c'est quoi être spirituel selon vous? Alors ce mot-là, moi, il est tellement usité, il ressort, vous savez, comme dans le chapeau des magiciens. Vous voyez, tout est spirituel, on est spirituel. Attends, bon, je dirais, on est des êtres divins, on est des êtres de lumière déjà. On n'a pas besoin qu'on nous dise où est la lumière hein, pour nous faire passer, hein, d'accord? Et dire spirituel, ça ne veut plus rien dire. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que on est des êtres de lumière, lumineux, on descend du divin. Hein. On dit bien que voilà, Jésus a pris de ses côtes. Je n'ose pas trop parler religion, mais voilà, on a une part de divin en nous, tout de même. Donc, bien évidemment qu'on est, on est en conscience. On est en conscience. Enfin, du moins, il faut l'espérer. Pour certains, c'est une option. Mais pour un être humain, c'est être en conscience de qui on est, de qui on vient, ce qui est important. Oui, c'est plutôt ça, plutôt que ce mot. Ce mot, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je veux dire, allez, ma sorcière bien-aimée, je suis spirituelle. Ah ouais, moi je suis spirituelle, toi tu l'es pas. Ça, je veux dire, c'est sur une carte de visite, c'est sur la carte de visite de tout bon médium. Comme si, effectivement, non. Non, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Soyons sérieux. Dans votre livre, dans le chapitre 9,
non, c'est pas dans le chapitre 9, c'est vous partagez des témoignages, notamment ceux de Marie-Louise de la chaîne YouTube Le Tarot de Malou, ou encore d'Alexandra Gabriel, numérologue. Oui. Alors, sans entrer dans les détails, pouvez-vous nous parler de ces rencontres et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté humainement ou spirituellement? Alors, spirituellement, moi, ce que j'aime, c'est l'être humain. Vous voyez, je suis ici et maintenant. Bien sûr que ma vie est bien plus avec les envolées que vous vivant, ce que vous appelez vivant, hein. Mais humainement parlant, ça a été riche, très très riche. Ma rencontre avec Alexandra Gabriel a été extraordinaire. C'était à un moment donné où je doutais de moi, où je passais. J'étais sur un salon et elle m'a croisée, elle m'a pris le bras et je me suis retournée. Elle m'a dit « Vous êtes une vraie médium. Et si vous voulez une consultation, appelez-moi, je vous recevrai. » Donc, ce que j'ai fait la semaine d'après. Hein. Mais c'est une personne qui m'a permis pas de dire je suis médium parce que ça veut rien dire, mais de dire ce que je fais, je le fais bien. Si quelqu'un comme elle me dit que je suis, c'est que je le suis. Donc je peux continuer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Malou, le tarot de Malou, j'étais sur un salon avec elle et le soir on avait loué un Airbnb et puis il y avait son père qui était là. Donc j'adore pratiquer la médiumnité, ce que j'appelle de comptoir. C'est-à-dire que je suis en train de manger, tiens, il y a quelqu'un, je le dis, voilà. Et c'est une médiumnité sauvage, ça. Est-ce qu'on est prêt à accepter les autres à écouter ce genre de situation? Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où on est les plus probantes parce qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a rien. C'est fluide, et puis ça file, et puis on n'a plus qu'à prendre, et c'est génial. Donc c'est vrai que elle, son témoignage, c'est celui effectivement d'une consultation, pas d'une consultation, mais d'un échange à bâton rompu au moment où on mange le soir et où là effectivement, il y a un problème là quand même. Et Alexandra, c'est une rencontre de femmes, bien évidemment. Malou est devenue une de mes amies, bien évidemment. Alexandra Gabriel, qui est une grande dame, est un peu plus éloignée de ma vie, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand des respects. Amélie Bonneval aussi, elle m'a fait le plaisir et le grand honneur de me mettre dans son livre. Hein. Donc, mais il y en a des tas. Philippe Ferrer aussi, c'est une rencontre d'âme à âme. Je veux dire, Philippe Ferrer, je suis arrivée en Corse, je rentre chez lui, je lui serre la main et je lui dis « Monsieur, est-ce que vous voulez faire la préface de mon prochain livre ?» alors que je n'avais pas écrit une ligne encore. Et il me regarde, disant probablement elle est gonflée. Il m'a dit oui, je vais le faire. Et 2 ans et demi après, je l'ai sollicité en lui disant qu'il pouvait me dire non. Hein. Voilà, c'est des rencontres. J'aime l'humain, vous voyez, quelque part. Voilà. Et puis, quand je rencontre des personnes avec un charisme, une profondeur d'âme, il y a quelque chose, vous voyez, parce que quelque part, dites-vous bien que si je suis capable d'aller voir un détail, ce que vous appelez le détail qui tue chez un envolé, je suis capable, quand je suis à table avec des vivants, de balancer des trucs. Hein. Pas sur des envolés, sur eux. J'ai une lecture assez précise de l'être humain vivant quand même. Hein. Je sais à qui j'ai affaire en face de moi. Et quand on est en face de personnes comme Philippe Ferrer, qui est bon comme le pain, comme on dit chez moi, il est bon comme le pain, c'est un homme très intéressant, qui est en recherche, qui est sur un chemin d'évolution parfait, qui aussi a été émoussé par la vie. Alexandra aussi, Malou aussi, je veux dire, on n'est pas exempt de... Et je me dis, il y a quelque chose, il y a du fond, vous voyez, il y a des gens chez qui il n'y a pas de fond. C'est lisse, c'est stressé, c'est tout. Cela ne m'intéresse pas, voilà. Mais quand on a affaire à des gens sur lesquels, effectivement, il y a un fond, il y a quelque chose, il y a des valeurs aussi, des valeurs profondes. Ça, c'est important, vous savez, les valeurs. Ça, c'est une denrée qui devient rare, les valeurs. Il y a une partie de votre livre que j'ai beaucoup appréciée, c'est la mémoire des lieux. Alors pourquoi j'ai beaucoup apprécié? Parce que je suis très sensible aux lieux, et d'ailleurs ça sera le sujet d'une prochaine émission la semaine prochaine avec une invitée. Je peux montrer
le visuel. Et c'est Chris Gray-Massé qui nous parlera des énergies des lieux, ce que vous devez savoir. Alors, il y a une partie dans votre livre, La mémoire des lieux. En quoi, selon vous, les lieux peuvent-ils garder une mémoire? Certaines informations peuvent être comme positives et négatives. Et est-ce que tout le monde peut avoir cette sensibilité particulière? Alors moi, je l'ai fortement. C'est très déstabilisant. Il peut m'arriver me sentir très mal, des maux de tête, voire être malade, être obligé de fuir des lieux. Comment expliquez-vous que ces lieux on garde une mémoire aussi importante et que certaines personnes sont particulièrement sensibles? Alors, certaines personnes sont particulièrement sensibles, oui. Ça, je le crois, puisqu'il y a des lieux, par exemple, des maisons où des couples se divorcent automatiques, tous les propriétaires qui se divorcent. Il y a des maisons à maladie aussi, où les gens sont malades, vous voyez. Donc, je me dis qu'il y a des personnes qui sont sensibles à tout ça. Hein. Bon, alors après, cette mémoire des lieux, j'allais dire, elle me fait peur sans me faire peur, une fois que je l'ai apprivoisée. Vous voyez, une fois que j'ai réussi à avoir une lecture de quelques trucs, mais tous les lieux, tous les objets, tous les êtres ont cette mémoire. Alors, pour les lieux, c'est la mémoire des lieux. Vous, c'est une mémoire de ce qui est votre vie et puis de tous ces chocs, de tous ces traumatismes et de votre histoire familiale. C'est ce qu'on appelle pour les lieux et pour c'est de la psychométrie, c'est ça? Savant, hein, pour ça. Je dirais... je dirais pas qu'il y a des lieux, en tout cas moi, on ne m'a jamais amené sur des lieux où il y avait des choses terribles, dans le sens où des choses qui me faisaient fuir. Ça, c'est sûr et certain. Une fois que j'ai compris ce qui s'y est passé, ça va bien, mais il faut que j'appréhende ça. Et je vois au château de Fougeray, j'avais eu un peu de mal parce que j'ai eu peur de tout le long. Jusqu'à 4h30 du matin, j'ai eu très très peur. Mais parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et j'ai eu très très peur. J'avais les yeux bandés en plus, donc je ne savais pas du tout dans quel couloir j'étais, devant quelle chambre j'étais. Donc j'étais un peu... J'avoue que dormir là, c'était... parce qu'effectivement, il se passe vraiment des choses là. Mais quand j'ai eu cette expérience au Québec, où effectivement une équipe m'a filmé sur un lieu que je ne connaissais pas, à partir de... Vous parlez dans votre livre, hein, aussi. Ouais, tout à fait. Là, j'avais plus peur de la personne qui me recevait parce que je savais qu'elle n'aimait pas les médiums et qu'elle voulait me piéger, puisqu'elle m'avait mis en concurrence avec un mentaliste, ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui se disent médiums ou voyants. Hein. Mais une fois que je me fais confiance, je laisse aller défiler toutes ces mémoires, vous savez, comme si c'était un millefeuille. Alors, je suis sur différentes époques. Je vois au Québec, je suis sur un confinement, puisque je dis confinement, hein, des gens qui ont été atteints d'une épidémie qu'on a enfermé là, et je suis en même temps sur une cérémonie, effectivement, avec un peuple indien. Enfin, on ne doit plus les appeler les Indiens, hein, pardonnez-moi. Hein. Mais voilà, je suis sur plusieurs... Et en même temps, il y a un pendu qui est là, je ne comprends pas, vous voyez, puis il y en a un autre partout. Donc, je me dis, tout est information. Et alors après, comment peut-on vivre dans ces lieux-là? Moi, j'ai déménagé souvent, j'ai adoré déménager, et très souvent, c'est pas que je nettoyais les lieux, parce que si je les nettoie, je prends le balai, je prends le seau, je prends de l'eau, je prends la serpillière, bien évidemment, la pompe, et puis je nettoie. Hein. Mais non, je me dis, je parle je parle au maître des lieux, je demande des autorisations, je fais des prières, bien évidemment, mais je fais des prières quand je repasse. Quand je fais mon repassage, je prie aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des lieux, moi je dis, enfin c'est peut-être plus facile pour vous, c'est peut-être plus facile pour moi, parce que justement, on a cette sensibilité-là, on en est conscient, mais
on le transforme en travail, puisque moi, quand on m'amène sur ces lieux-là, je travaille. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais je ne le nettoie pas. Qu'est-ce que vous voulez que je le nettoie, moi? Ou c'est que je voulais que je fasse passer une grand-mère qui me montre que là, il y avait le four à bois et que c'est là qu'elle cuisinait ou qu'elle faisait ses confitures. Vous voulez que je la passe, moi? Je suis là, tu les passes où? Au ciel? Il n'y a personne au ciel. Il y a des oiseaux, mais ils sont là. Vous imaginez des temporalités, c'est un millefeuille de temporalités, une multitude de temporalités. C'est ce que les scientifiques appellent le multivers. Mais moi, je ne suis pas une scientifique, hein, donc j'y vais pas. Mais je dirais une multitude de mondes. Une multitude de mondes. Parce que moi, quand je vois des envolés, ils sont dans une temporalité où ils ont reconstitué leur monde, où ils ont reconstitué en détail pour que je les vois. Vous comprenez? Voilà. Mais quand je dis, par exemple, hier matin, je dis à Sandy, par exemple, je dis à Sandy, écoute, il y a ta grand-mère là, est-ce qu'elle me montre une valise en carton qui devient une boîte en carton, il y a un papier dedans, c'est générationnel, c'est machin. Elle me dit, attends, à mon pied, il y a une boîte en carton qui était une valise en carton qui appartenait à ma grand-mère et que j'ai transformée en boîte en carton. Et elle me dit, elle a pris la boîte et puis elle a cherché ce que je lui disais. Elle l'a trouvée, hein, d'ailleurs. Mais elle ne savait pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Vous voulez que je les passe où, moi, pour les faire partir? Sa grand-mère, elle était là, elle me montre ça, je lui montre. Vous voyez? Mais c'est fantastique. Hein? Pour vivre avec les lieux tels qu'ils sont et demander l'autorisation, accepter les messages. Je me dis que le lieu nous choisit, vous voyez ce que je veux vous dire, et qu'il y a forcément des lieux où les gens ne se sentent pas bien, ça c'est sûr, mais parce que ça c'est comme avec un partenaire de danse, il y a des partenaires dans ma vie avec qui je n'ai jamais pu danser ou j'ai très mal dansé, parce que le pas de deux était difficile, on ne se l'explique pas, c'est comme ça. Voilà. Et il y en a d'autres avec qui, effectivement, c'était une régalade. Voilà. C'est pareil. C'est pareil. Il y a des lieux où on ne se sent pas bien, mais nous, à notre niveau, on se dit, je sens quelque chose, j'ai un malaise, machin. Alors, on essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, à un moment donné, on a l'histoire qui défile, ou les histoires qui défilent. Alors, ce qui est important, et là où ça me plaît le plus, c'est quand, effectivement, comme au Québec, il y avait l'historien du lieu qui était là. Donc, effectivement, quand le monsieur que vous recevez lui pose une question, lui dit chaque fois, notre médium, d'une façon pompeuse, dit que machin, notamment la dernière question, notre médium dit que potentiellement, ça a été... comment s'appelle, une école ici, elle dit comment le sait-elle, puisque on a trouvé des papiers qui font état de ça la semaine dernière. Et je voyais des enfants en même temps que le pendu qui me suivait. J'étais sur le tribunal de Québec, l'ancien tribunal de Québec, qui était en haut lieu, mais jamais ils m'ont fait rentrer dans la pièce qui aurait pu me donner une indication, vous voyez. Donc je dis, il faut simplement se taire et écouter et regarder. Et très souvent, je dis à mes consultants, taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, ça ne m'intéresse pas. Il faut écouter. Et l'histoire là se déroule. Vous voyez, pas toujours. Il y a des lieux qui sont un peu réfractaires aussi, hein, comme il y a des envolés qui sont réfractaires, ou voilà, ou des lieux où c'est passé, des endroits. C'est vrai, quand je suis en consultation, je me rappelle d'une consultation où effectivement c'était un crime. Cette femme-là avait été tuée. Elle a des coups de couteau, c'était affreux. Je veux dire, c'était un dimanche, je me rappelle toute ma vie. Toute ma vie. Je suis sur une consultation avec une photo d'un vivant, 2 personnes, un jeune homme et un monsieur. Et la consultante me harcelait, donc le dimanche je la prends quand même. Mon mari me dit écoute, arrête, qu'elle arrête d'appeler, fais-lui sa consultation, et puis voilà. Et c'est vrai que je lui dis mais c'est votre futur ex-mari? Elle me dit non, je me marie avec lui la semaine prochaine. Ah, je lui dis bon. Moyennant quoi, non, après elle était divorcée bien évidemment, hein. Mais pour le deuxième, le jeune homme, je voyais du sang partout, des barreaux, je ne comprenais pas. La semaine d'avant, il avait tué sa mère à coups de couteau, il est en prison. Et j'étais dans la cuisine avec sa maman qui était par terre. Vous voyez? Là, c'est... Donc, quand vous allez sur des lieux comme ça, effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché. Vous devez le ressentir si vous êtes très fragile à ce niveau-là. Voilà. Mais je ne peux pas dire que je sais ce que c'est que ce que vous appelez le bas astral. Moi, on me fait pas y aller. C'est pas mon job, ça. C'est pas mon job.
C'est ça aussi qui est intéressant et très important à mon sens, c'est que, vous savez, une carte de visite, on peut dire je fais du magnétisme, je vous traite en hypnose, je suis médium, je suis voyante, je suis bon. C'est étant dit, je vous pose des questions si on arrive à faire quelque chose de bien. Voilà. Moi, je dis que quelquefois, il faut rester dans ce qu'on aime faire, parce qu'il faut aimer faire ce qu'on fait. Hein. Si on n'aime pas les êtres humains, si on n'aime pas, eh ben on peut pas y arriver. Et il faut pas aller au-delà. Vous voyez, il faut pas aller au-delà. Et puis il faut beaucoup de conscience de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire, et se dire, quand on raccroche, se dire j'ai bien fait mon travail. Je suis pas un filmiste. Je suis très souvent atteinte du syndrome de l'imposteur. Hein. De toute façon, ça c'est sûr. Hein. Mais il faut se dire que voilà, il faut qu'on fasse notre travail du mieux qu'on peut, et parce que c'est très important. D'une part, c'est important, et puis vous imaginez, vous dire à quelqu'un, par exemple, comme j'ai assisté en salle une fois, une femme qui pleurait parce que le médium n'avait pas pris la photo de son mari. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si votre mari ne veut pas venir? Moi, je sors de là, je me flingue. Hein. Franchement. Voilà. Donc il faut faire les trucs en conscience, comme tout travail, vous voyez, comme quelqu'un qui travaille dans les bureaux, à la poste, ça, en conscience, de la conscience, avec pas une obligation de résultat. Mais quelque part, je me mets une obligation de résultat puisque je veux le détail. Je veux le détail. Le détail qui tue. Alors, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Il y aura beaucoup de choses à parler. C'est très passionnant de parler avec vous. Une question que tout le monde se pose. Est-ce que nous sommes tous médiums? Est-ce que nous avons une capacité ou un potentiel latent? Alors, je vais vous dire, on a tous un talent. Celui qui est éboueur et qui fait bien son travail, il a du talent, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Celui qui est boucher, je ne suis pas capable d'être boucher. Je veux dire, on sait tous faire du vélo, mais on ne peut pas tous faire le Tour de France. Moi, j'ai un diplôme d'école hôtelière en cuisine, c'est pas pour ça que je fais Top Chef. Vous comprenez ? Voilà. Je dis que on a tous quelque part une sensibilité, mais se dire, voilà, je suis médium, je rentre en salle et je vais être capable de donner des messages autres qu'il va bien, il est dans la lumière, il vous aime beaucoup. C'est un peu difficile. Et puis se dire, je vais demander de l'argent pour faire des consultations. Non, je crois que non. Non. Et à ce propos-là, d'ailleurs, je vais rectifier quelque chose. Je veux dire, Arthur Findlay College, on n'y va pas pour être médium, pour devenir médium. On y va pour acquérir des outils, d'autres façons de capter. Tout simplement. Hein. Donc, c'est pas. Les gens disent c'est le Poudlard des médiums, ça fait sourire. C'est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Vous comprenez ? Toujours avec cette conscience que si on touche au spiritisme, il faut pas être amateur. Si on fait tourner les tables, là on a fait dernièrement, effectivement, la dernière séance qu'on a faite quand j'y étais au mois de décembre, on a fait tourner les tables. C'était extraordinaire. C'est même plus tourné, hein, je veux dire, là, moi, la table, voilà. Mais on le fait en conscience, je veux dire, on est réunis tous là, vous voyez, voilà, c'est pas un amusement tout ça. Donc me dire on est tous médiums, je crois qu'il y a des idiots du village, je dis des idiots parce qu'il y a beaucoup d'idiots du village dans ce métier-là, qui ont décidé de dire que tout le monde était médium, donc il y a des médiums TikTok maintenant, il y a des cartomanciens TikTok, ça n'arrête pas. Donc c'est pour ça que je parle et j'ai osé d'écrire qu'il serait souhaitable que effectivement il y ait une réglementation. De toute façon, c'est souhaitable. Alors moi, je suis dans un pays où effectivement, déjà, il n'y a pas de réglementation, tout ça, mais on est très carré là-dessus, puisqu'il faut demander une autorisation de travailler. Donc, il faut prouver, il faut étayer votre dossier. Moi, j'ai demandé une autorisation de travailler au gouvernement luxembourgeois. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Et même mon banquier, pour avoir un compte professionnel. Si j'avais pas de compte professionnel, je n'étais pas autorisée à travailler, de toute façon. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui serait souhaitable pour éviter qu'il y ait autant d'idiots et d'idiotes et des gens, des charlatans, parce que franchement, là, quand je regarde ça, mais si vous voulez, je regarde ça d'une façon, je me dis que de toute façon, ça va arriver.
ça va arriver parce que de toute façon, ça sera une façon de pomper de l'argent aussi pour l'État. Donc, ils vont vous mettre une réglementation là-dessus, c'est sûr. Ce serait bien. C'est vrai, quand on voit les médiums qui naissent sur TikTok, ça peut faire peur. Quelqu'un qui souhaite recevoir c'est dangereux aussi, c'est très dangereux. Et dangereux aussi, il faut le souligner. Quelqu'un qui souhaite recevoir un message d'un défunt sans passer par un médium, est-ce possible? Et si oui, comment? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Alors, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a simplement, sans que vous vous en aperceviez, toute la journée, vous faites des expériences en médiumnité. Donc, vous établissez des connexions, mais bien souvent, vous n'écoutez pas. Alors, il ne faut pas non plus, il y en a qui sont là, le moindre, si vous voulez, s'il y a une plume, là, je sors dans mon escalier, il y a une plume, ça y est, c'est un message. Vous voyez, il ne faut pas devenir, voilà. Mais toute la journée, vous avez des synchronicités, des petits clins d'œil, ce que j'appelle des petits clins d'œil. Vous avez plein de petits trucs comme ça. Il faut simplement se dire, tiens, je sais que moi, par exemple, quand je sais que j'ai des messages de Rachel, je le sais, puisqu'il y a plein de petits trucs où un prénom au cul d'un camion, où vous rentrez dans votre voiture, vous allumez une radio, il y a une chanson, écoutez les mots. C'est souvent des réponses. Mais toute la journée, vous faites des expériences en médiumnité. Donc, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'un médium, parce qu'un médium, il ouvre un espace de communication, de consolation et puis d'écoute. Donc, vous en avez besoin. Mais vous, toute la journée, je suis persuadée que sans le savoir, vous faites des expériences en médiumnité. Il faut être attentif, il faut savoir écouter. Il faut se poser la question. Pas tout le temps, parce qu'on devient fou. Hein. On devient fou. Attention. Hein. Mais dans la journée, c'est très, très, très souvent. Très. Alors, je rappelle votre livre « La mort n'est pas la fin de la vie ». C'est aux éditions Exergue, avec une très jolie couverture. Que souhaitez-vous que l'on retienne de ce livre au-delà des expériences? Quel serait votre mot de la fin pour cette émission? Alors, c'est vrai que ce que je voudrais, enfin, je n'ai pas à vouloir retenir quelque chose après une lecture de quelqu'un. Je dirais simplement, si vous avez beaucoup eu de plaisir à me lire, ça me fait énormément plaisir, ça me fait grandir, ça me fait acquérir une maturité au niveau de l'écriture aussi, et aussi vous savez, quelqu'un qui ouvre votre livre, c'est quelque chose, franchement. C'est grandiose. Moi, rien qu'à l'idée du fait d'imaginer que quelqu'un, ou quand quelqu'un m'envoie un texte en me disant « j'ai eu pour Noël votre livre », il y a une certaine fierté, bien sûr, mais il y a aussi une prise de conscience de ce moment. Vous vous rendez compte, cette personne-là que je connais absolument pas va ouvrir mon livre et va me lire, va me suivre dans mes délires, parce que des fois je me demande si c'est pas un délire mystique. Hein. Mais voilà, c'est extraordinaire. Dans une vie, c'est extraordinaire. Et ce que je dis, c'est que effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a la vie, bien sûr, il y a la vie. Et se dire qu'il faut aussi, ce qui est important, et je ne cesse de le dire, sans prôner l'amour, bien sûr, parce que je ne suis pas du tout bisounours, je dirais simplement que ce qui est important, si je devais vous dire quelque chose, avec tout ce qui se passe autour de vous et de nous dans le monde, ce qui est important, c'est de se dire que quand vous allez passer de l'autre côté, au moment où vous allez fermer les yeux, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir faire pas un bilan de votre vie, mais se dire « j'ai été aimée ». Moi, je sais que j'ai été aimée par mes enfants, par mon mari, et j'ai aimé. C'est important. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, quand vous fermez la dernière page de mon livre, je pense que ça se ressent, que ce qui est important, c'est l'amour, c'est l'écoute de l'autre, c'est la prise de conscience que l'autre est là et que c'est important, hein, et que l'être humain est important. Mais on s'arrête pas sur ça. On s'arrête sur un vecteur qui est simple, c'est des consultations, des prix de consultation, des machins. Faut arrêter là, faut arrêter.
Hein. Alors, voilà, donc on arrive au terme de l'émission. On a votre site internet qui s'affiche sur l'écran. Si vous voulez en Oui, savoir plus, eh bien, sur votre actualité, sur la prise de rendez-vous pour que ça soit des guidances ou des consultations, eh oui, bien, mhm, de médiumnité. Donc, on a oui, toutes les informations. Le site est très oui. clair, très, très, très bien fait. Je Donc, serai le 17 en France, le 17 janvier à Rennes, où toute la journée, je ferai des consultations privées. Il me reste 4 petites demi-heures d'ailleurs, si ça intéresse des personnes. Et le lendemain, je suis à Trébeurdon dans une association avec Anthony Fromager. Je rentre en salle avec Anthony Fromager, médium, pour l'association Au Seuil de l'Ultramarine. Voilà, je serai à Paris aussi après le 2 février, je suis à Paris au salon Zen, puis 15 jours après au salon du paranormal. toujours en vadrouille. Oui, oui, j'adore ça, vous savez, avant l'EHPAD, comme je dis, avant l'EHPAD, je me Loin de balade, là, je me promène. Oui, on loin de fait là. reculer un petit peu, on fait reculer un petit peu. Mais vous Alors, savez, comme je oui. dis, après la perte d'un enfant, un cancer du sein et un AVC, on relativise beaucoup de choses et on prend du plaisir à beaucoup de choses. Et on arrête son regard sur beaucoup de choses et beaucoup On ne d'êtres se humains. plaint pas. Exactement. Et on en profite, je vous dis, on en Et on profite. profite Gavez-vous d'amour, franchement. de la vie.